Je savais qu'il allait me tuer. Elle prend l'arme, elle vérifie qu'il est chargé. Et elle a tiré dans la nuque. Je me souviens même pas d'avoir tiré au... Danielle Paulette prend la place de ce père qui est inexistant dans la vie de Valérie. Quand elle avait 12 ans, Valérie sortait de la douche. Elle était en train de se sécher les cheveux. Dans le miroir de la salle de bain, elle voit que Daniel a ouvert la porte et qu'il est derrière elle. Elle n'a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive. Il s'est amené et je me suis mise à pleurer, je n'ai pas bougé. Il va la violer. Ça va se reproduire par la suite, tous les jours, à la sortie de l'école. Sa mère ne l'a pas défendu. Sa mère est la dernière personne à qui elle pourrait raconter ça. Sentez qu'il est encore plus fort parce que vous savez que... qu'en fin de compte, il a son accord. C'était une maman qui n'était pas tendre, qui était violente. Ce qu'elle aimait, c'était le martini. Ça, c'était son truc. Premier dysfonctionnement judiciaire, on a un homme, Daniel Paulette, qui, alors qu'il l'a violée à plusieurs reprises, ne va pas être condamné pour viol, mais pour agression sexuelle. La mère demandera une autorisation de visite au parloir pour Valérie, qu'elle obtiendra. Et c'est toute l'aberration, encore une fois, du dysfonctionnement judiciaire. Donc la mère l'emmène avec elle, alors qu'elle sait que cet homme a abusé de sa fille. On allait le voir en prison, je comprenais pas trop. Valérie est obligée de répondre à Daniel, est obligée de lui écrire, est obligée de signer « Papa, je t'aime ». Quand on a appris que M. Paulette revenait vivre dans la famille au BAG, toute la population était scandalisée. Et à 17 ans, voilà, je suis tombée enceinte. Lorsque Valérie tombe enceinte, elle va la mettre dehors. Il m'a dit, on prend un appartement, tu viens avec moi. C'était le père de mon enfant. J'avais nulle part où aller. Daniel Paulette est content d'avoir des enfants et puis surtout, il rêvait d'avoir une fille. Très très vite, elle ne sort quasiment plus. Elle est astreinte aux tâches ménagères, à élever ses enfants. Les gamins, ils savaient que s'ils faisaient quelque chose de travers, que c'était moi qui allais prendre. C'est des coups de poing. Et puis enfin, accepter l'inacceptable, c'est-à-dire la prostitution orchestrée par Daniel Paulette. Élément ultime, extrêmement perturbant, il va la pareiller d'oreillettes. Il va lui dicter les mots et les positions qu'elle devra prendre. Il regarde, il écoute. Il menaçait de tuer mes enfants. Elle a pris le revolver, elle a tiré dans la nuque de Daniel, qui était au volant. Nous sommes en Saône-et-Loire. Cette femme s'appelle Valérie Bacot. Elle est peintre en bâtiment. J'ai changé de peinture. 8 heures par jour, elle rénove des vieilles bâtisses. Je répare ce qui est abîmé. Pour moi, c'est ça. Je suis un ouvrier comme un autre. Elle mène une vie normale. C'est dans cette barre d'immeubles que vit Valérie Bacot. Et chaque matin, devant son miroir, c'est un rituel. J'apprends encore. J'apprends encore à prendre soin de moi. C'est ma fille qui m'a appris à me peigner les cheveux. Je fais tout pour que mes enfants voient que j'arrive à être comme tout le monde. Comme tout le monde, quand elle ne travaille pas, elle prend soin de sa maison. J'aime bien que ce soit propre, donc je veux que ce soit ordonné, puis ça m'évite de le faire tout le temps. J'aime bien les plantes parce que ça donne un petit peu de vie.
Et puis c'est des cadeaux comme ça, c'est pour mon anniversaire. C'est toujours les cadeaux de mes enfants de toute façon. Depuis 4 années, depuis qu'elle a tué son mari, cette mère de famille dévouée a dû apprendre à vivre sans ses 4 enfants. Dans l'attente de son procès, elle n'y est pas autorisée. J'ai des nouvelles tous les jours par le portable. Et puis j'ai toutes les photos. Même si on n'est pas ensemble, qu'on est ensemble que le week-end, ils sont toujours avec moi. Ses enfants, elle les a dans la peau, inscrits à l'encre indélébile. Celui-là, c'est celui que j'ai fait quand je savais que de toute façon j'allais partir en prison. Il fallait que je les ai avec moi. Les 4 oiseaux qui sont mes enfants. Et pour moi, ça signifiait leur liberté. Et après, j'ai fait la famille. Aujourd'hui, Valérie Bacot est une femme libre. Mais demain, sa vie risque de basculer. Alors, comment cette mère de famille a-t-elle pu tuer son mari? Je sais très bien que je vais repartir en prison. Je prépare mes enfants. Après, j'ai toujours l'espoir, on ne sait jamais, d'avoir au moins un aménagement de peine. Demain, à Chalon-sur-Saône, Valérie Bacot sera jugée pour le meurtre de son époux. Elle risque la prison à vie. C'est dans cette cour d'assises que son procès aura lieu. Valérie Bacot a reconnu avoir tiré sur son mari, Daniel Paulette. Il est mort. Elle dit que le coup est parti tout seul, qu'elle voulait se défendre, qu'elle n'avait pas l'intention de le tuer. Mais elle sera jugée pour assassinat. Alors Valérie Bacot est-elle innocente? Est-elle coupable? Je suis coupable de ce que j'ai fait et je mérite d'être punie. Et ça, je le pense tous les jours. Je suis certaine que Valérie n'a pas prémédité son acte. Elle en est incapable. Elle l'a fait de manière intentionnelle et sans être elle-même en danger de mort. Au moment des faits, Valérie Bacot a 36 ans. Son mari, Daniel Paulette, en a 60. Ils vivaient ensemble depuis 18 ans et ils ont eu 4 enfants. Valérie Bacot est née en 1980 près de Lyon. Elle grandit à Laclayette, un petit village de Saône-et-Loire. Sa mère tient la mercerie du village. Son père est chauffeur routier. Il passe sa vie sur les routes. Il est très absent de la maison. Ils sont 3 enfants. Valérie est la seule fille. Elle a 2 frères. Il n'y a pas grand-chose dans son enfance qui sort de l'ordinaire. C'était une petite fille gracieuse, souriante, très gentille, réservée, pas du tout le genre de petite fille à se mettre en avant. Elle avait un petit peu de mal à voir son papa autant qu'elle l'aurait voulu. Je connaissais la maman, je sais qu'elle était très stricte envers sa fille. Elle me disait, mais si ça ne va pas, il faut sévir. C'était pas du tout le genre de maman à aller excuser son enfant pour rien. À l'école, Valérie Bacot cache bien son jeu. Car à la maison, elle vit un véritable enfer avec sa mère. Ce qu'elle aimait, c'était le martini. Ça, c'était son truc. Un jour, ah oui, j'avais les marques, je ne pouvais même plus m'asseoir. Ça, je m'en rappelle. Le vilain petit canard, c'était moi. La mère est violente. Elle est injuste. Les frères de Valérie ont tous les droits, même celui de la transformer en objet sexuel. Quand elle n'a pas tout à fait 6 ans, ils sont tous les 2 chez leur grand-mère. Son frère aîné va lui imposer une fellation. Il a une dizaine d'années. J'ai toujours ce flash de ce moment-là, quand je lui avais dit à ma mère, ce qu'elle m'a répondu. « Oh, mais je le savais, mais c'est pas grave, c'est en famille. » Et ça m'a marqué. Du coup, je me suis dit, c'est normal. Durant 10 ans, les parents de Valérie vivent une passion. Ils divorcent et se remarient à 2 reprises. Sa mère est instable. Les enfants souffrent. Valérie a 12 ans lorsque son père quitte définitivement le foyer. Quelques semaines plus tard, sa mère ramène son nouveau compagnon à la maison. Il s'appelle Daniel Paulette. La première fois que Valérie Bacot rencontre Daniel Paulette, c'est dans des circonstances un peu bizarres, c'est-à-dire que c'est la nuit. Elle entend du bruit dans la chambre de sa mère, des bruits qui l'inquiètent, qui sont inhabituels. Je ne savais pas ce qui se passait. Et je suis montée voir ma mère.
Et du coup, je les ai trouvés après, voilà, faire l'acte, quoi. Et du coup, j'ai refermé la porte, j'étais dans ma chambre. Et là, je me suis fait engueuler d'une force pas possible, quoi. Et du coup, le lendemain, c'est là où elle m'a dit qu'il fallait que je fasse connaissance. 2 mois plus tard, Danielle Paulette emménage dans la maison. Valérie est heureuse. Elle croit enfin à la stabilité et surtout, elle n'est plus seule face à sa mère. Danielle Paulette, finalement, prend la place de ce père qui est inexistant dans la vie de Valérie. Daniel est sévère, mais en même temps protecteur. Or Daniel, lorsque sa mère va s'énerver, Daniel sera là pour protéger Valérie, en intervenant. Effectivement, elle est affectueuse avec lui, elle l'appelle papa rapidement. La mère de Valérie travaille beaucoup, elle rentre tard. Et c'est Daniel qui s'occupe des enfants. Mais plus Valérie grandit, plus l'attitude de Daniel change. Daniel s'occupe de Valérie, mais d'une manière plus ambiguë. Il va commencer à proposer à Valérie des massages. Il disait qu'il fallait mettre de la crème, qu'il fallait le faire parce que c'était normal que tout le monde le faisait. Et après, il y avait les viols. Il venait tout le temps quand je me lavais. Un après-midi, il vient, il rentre dans la salle de bain, comme il disait toujours, parce qu'il avait oublié quelque chose. Et il s'est amené et j'ai eu super mal. Je me suis mise à pleurer, je n'ai pas bougé. Ça va se reproduire par la suite, tous les jours, à la sortie de l'école. Ça devient une espèce de rituel. Elle rentre de l'école à pied, elle prend son goûter et elle entend la voix de Danielle Paulette qui lui dit « monte ». Je savais ce qui m'attendait. Et tous les jours, c'était comme ça. Valérie Bacot n'en parle à personne parce qu'elle n'a personne. Elle n'a pas de copine, elle n'a pas d'amis. Son père est absent, indifférent, et sa mère est la dernière personne à qui elle pourrait raconter ça puisqu'elles n'ont pas de lien mère-fille. Elle a déjà tenté de parler de l'acte commis et perpétré par son frère sur elle lorsqu'elle était toute petite. Sa mère ne l'a pas défendue. Alors Valérie Bacot se tait et subit en secret les viols quotidiens de son beau-père durant 2 ans. À l'âge de 14 ans, un matin, à sa grande surprise, Valérie est convoquée à la gendarmerie. La mère de Valérie lui dit qu'aujourd'hui, elle n'ira pas au collège et elle l'emmène à la gendarmerie de leur village, la Clette. La veille, la sœur de Danielle Paulette s'est présentée dans cette gendarmerie. Elle a des doutes sur l'attitude de son frère avec l'adolescente. Voici ce qu'elle déclare. J'ai remarqué que Valérie se trouvait sur les genoux de Daniel. Je trouve ça bizarre pour une fille de 13 ans dont Daniel n'est pas le père. Et si elle fait cette déclaration, c'est parce qu'elle-même a été violée par Danielle Paulette alors qu'elle était enfant. À 11 ans, je n'étais pas encore formée. Un jour, il a commencé à me demander de me déshabiller. Ces viols ont duré 5 ans. Cela pouvait être 2 à 3 fois par semaine. Les gendarmes pressent Valérie de questions. La maman n'en revient pas, elle ne croit pas à tout ça. Et Valérie, quant à elle, elle dit n'avoir jamais eu de relation sexuelle avec qui que ce soit, ni même avec Danielle Paulette. Et à partir de ce moment-là, nous saisissons le médecin légiste pour faire un examen de Valérie. Le médecin légiste procède à un examen pour vérifier si Valérie dit la vérité. Le résultat de l'examen démontrait que Valérie n'était plus vierge. Et là, elle reconnaît devant le médecin qu'elle a eu des rapports avec Danielle Paulette. Le jour même, Danielle Paulette est interpellée pour agression sexuelle et viol sur mineur. Il est placé en garde à vue. Lors des premières auditions, l'homme est catégorique. Il nie en bloc. Il n'a jamais eu de relation avec Valérie. Il est auditionné sans relâche par les gendarmes. Et au petit matin, il craque. Il a hésité. Et puis, il m'a dit « Bon, je veux m'expliquer ». Il ne s'agit en aucun cas d'un viol. J'ai eu à 3 reprises des rapports sexuels avec elle, mais elle était consentante. Les 3 fois, cela s'est passé dans la chambre de Valérie, alors que sa mère, Joëlle, travaillait au magasin. Elle a pris du plaisir puisqu'elle me l'a dit après. Quant à moi, j'ai pris du plaisir également. Il persistera jusqu'au bout en disant que c'était des rapports consentis. Est-ce qu'on peut parler, toujours la même question,
d'un consentement chez une enfant de 12 ans. Elle, dans son audition, elle maintient jusqu'au bout qu'elle n'était pas consentante. J'avais un sentiment de dégoût. Je me suis débattue, mais en même temps, j'avais peur. Je n'ai pas osé me débattre, car j'avais peur que mon petit frère entende quelque chose. Vous essayez des fois de vous défendre, de vous battre, enfin, de dire non. Mais vous apprenez que vous avez encore plus mal. Et du coup, il vaut mieux attendre que ça se passe et fermer les yeux. Après ces rapports, elle pleurait, elle était pas bien. Pour elle, elle était violée à chaque fois. Je n'ai jamais rien dit à personne, car je ne voulais pas faire de peine à ma maman. Quand la mère de Valérie apprend que Daniel Paulette a violé sa fille, elle ne réagit tout simplement pas du tout. Elle n'entend pas sa propre fille. Nous attendions tous à ce qu'elle fasse un scandale, qu'elle dépose plainte, mais il n'y a pas eu de plainte. C'est malsain, c'est incompréhensible. Valérie est mineure et les services sociaux portent plainte pour elle. Daniel Paulette est inculpé pour viol sur mineur de moins de 15 ans. Il risque 20 ans de prison. Mais à la surprise générale, il ne sera pas jugé pour ses actes. Premier dysfonctionnement dans l'histoire judiciaire de Valérie Bacot. On a un homme, Daniel Paulette, qui, alors qu'il l'a violée à plusieurs reprises, ne va pas être condamné pour viol, mais pour agression sexuelle. 3 mois après les faits, Daniel Paulette écope de 4 ans de prison. Mais il va ressortir bien plus tôt que prévu. Et ce n'est pas parce qu'il est derrière les barreaux qu'il va s'arrêter. Pendant 2 ans et demi, Daniel Paulette est incarcéré à la prison de Varennes-le-Grand, à 1 heure de route du domicile de la famille Bacot. La mère demandera une autorisation de visite au parloir pour Valérie, qu'elle obtiendra. Et c'est toute l'aberration, encore une fois, du dysfonctionnement judiciaire. Donc la mère l'emmène avec elle alors qu'elle sait que cet homme a abusé de sa fille. On allait le voir en prison et je comprenais pas trop ce qui se passait, mais il fallait que je fasse comme ça. Depuis sa cellule, Daniel Paulette écrit même des lettres d'amour à Valérie. À toi, la femme que j'aime. J'ai trouvé le visage de l'amour, celui qui t'aime. Valérie est obligée de répondre à Daniel, est obligée de lui écrire, est obligée de signer « Papa, je t'aime ». Tout vous fait comprendre que c'est à cause de vous et tout ça, vous faites ce qu'on vous dit de faire. C'était comme ça. Daniel Paulette ne fait pas l'intégralité de sa peine. Au bout de 2 ans et demi, il sort de prison et revient naturellement à la maison. Quand on a appris que M. Paulette revenait vivre dans la famille au BAG, toute la population était scandalisée. Et du coup, vous sentez qu'il est encore plus fort parce que vous savez que, qu'en fin de compte, il a son accord. Et à 17 ans, voilà, je suis tombée enceinte. Et la mère, là pour le coup, lorsque Valérie tombe enceinte, là, c'en est trop. Valérie, c'est une Marie couche-toi là, c'est une séductrice pour pas dire autre chose. Et elle va la mettre dehors. Sa mère l'a chassée. Son père refuse de l'accueillir chez lui. Mineure et enceinte de Daniel Paulette, Valérie Bacot n'a plus personne vers qui se tourner. Elle s'installe avec son bourreau. Il m'a dit, on prend un appartement, tu viens avec moi. C'était le père de mon enfant. J'avais nulle part où aller. Qu'est-ce que je devais faire? Du coup, je me suis retrouvée que... On a pris un appartement, puis on a fait comme ça. Daniel quitte la mère de Valérie. Ensemble, ils emménagent dans le village d'à côté, dans cette maison au volet bleu. Daniel se métamorphose et trouve un emploi de chauffeur routier. Il paraît que c'était un travailleur consciencieux et apprécié. Valérie ne travaille pas. La vie semble paisible. Les enfants naissent les uns après les autres.
3 garçons et une fille. Daniel Paulette est content d'avoir des enfants et puis surtout, il rêvait d'avoir une fille. Il s'était rangé, il était père de famille, il travaillait. Quelquefois, quand je rentrais du travail le week-end, je le croisais, lui, le papa, avec les enfants, faire voler des cerfs-volants ou des avions téléguidés, je ne me rappelle plus. Moi, je sais plus, dans les années 2000 et quelques, je les croise tous les deux. Il y avait déjà 2 petits-enfants, dont un dans une poussette. Ils étaient tous sourires, hein, ils s'entendaient très bien. Hein. Et j'étais adjoint au maire de la Clette. Là. Ils me disent, il faudrait nous marier. Et moi, j'étais le premier surpris, en fait, hein, parce que... Ce n'est pas l'ancien gendarme qui les unit. Mais le 15 novembre 2008, Daniel Paulette et Valérie Bacot se marient. Vu de l'extérieur, tout semble aller pour le mieux dans leur vie. Mais au bout de 8 ans de mariage, soudain, un matin, Daniel ne se présente pas à son travail. Il a l'habitude de garer son camion le vendredi à proximité de chez lui, hein, mais là, ce qui inquiète l'employeur, c'est qu'il n'assure pas la livraison au début de la semaine suivante. Son téléphone est sur messagerie. Valérie, elle explique à qui veut l'entendre, en fait, que Daniel est parti de lui-même, qu'il a disparu subitement, qu'ils étaient en voiture, qu'il s'est énervé, qu'il a tout laissé, ses affaires, sa femme, ses enfants. Connaissant son goût pour les femmes, moi j'avais pensé qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre et puis qu'il était parti. Là, honnêtement, ça m'aurait pas surpris, quoi, en fait. Hein. Au printemps, Valérie déménage avec ses enfants. Daniel Paulette a 7 frères et sœurs. L'une d'entre elles est inquiète de ne plus avoir de nouvelles. Elle appelle Valérie. Elle me contactait parce qu'elle avait peur qu'il nous ait fait du mal. Je dis, t'inquiète pas, on est tous ensemble, on va bien. Je dis, il est parti. Elle va même évoquer ensuite un départ précipité possible au Canada parce que, dit-elle, il avait évoqué plusieurs fois l'envie de se rendre là-bas. Donc elle va dire qu'il est parti de son plein gré. Mais la sœur de Daniel reste inquiète. Elle déclare la disparition de son frère et insiste pour que les gendarmes mènent l'enquête. Ils interrogent toute la famille. Mais étonnamment, certaines sœurs s'en fichent. Je leur ai expliqué tout de suite que moi, il y a longtemps que je n'avais plus de rapport avec lui, hein, que je l'ai juste croisé avec sa femme et ses enfants. Et même s'il a disparu, c'est pas mon problème, quoi. Valérie, il lui faudra presque 1 an pour qu'elle se décide à aller à la gendarmerie, contrainte par les problèmes administratifs qu'elle a, et signaler officiellement la disparition de son époux. Mais pendant 1 an, en fait, elle vit avec ses enfants en reconstruisant sa vie sans lui. Elle déménage rapidement avec sa petite famille et elle trouve même un emploi. Elle devient aide ménagère, comme si son mari était parti pour très longtemps. Les gendarmes vérifient même si Daniel Paulette est entré sur le territoire canadien. Sans succès. Bon an, mal an, on retrouve rien de particulièrement inquiétant et on va classer le dossier assez rapidement. Mais qui se cache derrière cet homme dont la disparition ne semble inquiéter personne? Daniel Paulette est né 60 ans plus tôt. Enfant de la région, il a grandi à la campagne, dans cette maison, avec ses frères et sœurs. Dès son plus jeune âge, il est décrit comme un tyran. Voici Monique, sa petite sœur. Ouais, sa chambre, c'est la première à gauche. Nous, la dernière. Devant la maison de son enfance, elle se souvient des accès de rage quotidiens de son frère aîné. C'est là qu'on se cachait quand il nous fait ses crises. Ou la nuit, quand il tapait sur mon père, on se cachait là. Daniel s'en est pris à tout le monde dans la famille, même à son propre père infirme. Il le dérouillait. Il lui tapait dessus, mais on entendait tout casser. Vous levez le matin et que vous voyez votre père qui est complètement défiguré, le sang sur les murs qui vous fait nettoyer. Et c'était ça constamment. Et mon père, un jour, il s'est suicidé. Avec lui, c'est que de la violence, de la peur. Lui, c'était la terreur. Il a toujours un regard froid, un regard de tueur, quoi. Nous, on l'a toujours fui, quoi. Daniel Paulette aime cogner, avec ses poings, avec des armes. Il a toujours eu des armes à la maison. Donc il y avait nerf de bœuf, manchakou, poing américain, carabine. Ces armes, il les utilise pour terroriser, mais aussi pour violer. Notamment sa jeune sœur, Monique,
alors âgé de 11 ans. Je chantais l'alarme du couteau qui rentrait à la peau, donc il me dit quand je fais une montée, tu montes. Et quand il a eu fini, chaque fois il pliait la carabine et il disait t'as vu, il y a 2 balles. Une pour moi, une pour ma mère. Tu fais la moindre erreur, c'est fini pour toi. Lui, c'était un malade. Il n'y avait pas de mot, encore le mot malade, il est gentil. Il n'a jamais été inquiété pour le viol de sa sœur. C'est elle qui a dû s'enfuir de la maison à 16 ans. Il n'a jamais été inquiété non plus pour les violences conjugales qu'il a commises sur ses 3 ex-compagnes. Régine, c'est celle, je pense, qui a le plus ramassé. Elle raconte par exemple une scène où ils étaient en voiture et il pique une crise, la tire par les cheveux, il la fait sortir de la voiture, il y a l'enfant tout jeune qui est présent et qui assiste à tout cela. Il la menace de la tuer, de tuer l'enfant, de se tuer lui-même. Michel, sa première épouse, décrit un homme jaloux et possessif. Elle encaisse les coups durant 7 ans avant de divorcer. J'ai subi des coups de poing, surtout au niveau du visage, mais également sur d'autres parties du corps. Il s'énervait dès lors que je parlais à un homme. Cet épisode de ma vie m'a beaucoup marqué. C'est en partie à cause de cet épisode que je n'ai jamais voulu me remarier. Toutes les anciennes concubines de Daniel Paulette nous diront que c'était un homme d'une extrême violence et qu'elles ont vécu un enfer conjugal avec ce dernier. À Baudemont, le village où il s'est installé avec Valérie Bacot et les enfants, personne ne connaissait le passé d'homme violent de Daniel. Les habitants se souviennent d'un chef de famille imposant. Il avait l'air d'être un papa autoritaire qui mène d'une main ferme la famille parce qu'il était toujours déjà devant tout le monde. Et Valérie, c'est une petite femme, toujours dans la même position, avec une posture un petit peu fermée. À partir du moment où il s'est mis en ménage avec Valérie, je pense qu'il la tient, quoi. Très très vite, elle ne sort quasiment plus. Elle est astreinte aux tâches ménagères, à élever ses enfants. Je me rappelle bien que pendant que nous, nos enfants chahutaient, couraient dans tous les sens, eux, ils restaient très sagement à suivre les parents. Mais non, c'était pas ça. C'est qu'on faisait attention aux moindres choses. Parce que même les gamins, ils savaient que s'ils faisaient quelque chose de travers, que c'était moi qui allais prendre. Car derrière les apparences d'une vie de famille normale, à la maison, le mari révèle sa vraie nature. Ça a commencé une calotte. Après, il s'excuse. Du coup, vous vous dites, non, il ne refera pas. Et c'est un engrenage, et c'est de plus en plus. Et après, c'est plus des calottes, c'est des coups de poing. Valérie décrit un enfer domestique. Pourtant, le voisin d'en dessous n'a jamais rien entendu. Je n'ai jamais été témoin d'épisodes particuliers dans le couple. Et pourtant, une grosse engueulade, si j'avais été présent dans la bâtisse, je l'aurais entendu. Pour exemple, les gosses qui tapaient du talon, je les entendais. Les années passent. Daniel boit de plus en plus. Valérie n'a plus le droit de travailler. Il surveille ses sorties. Lui interdit de recevoir des amis. On voit bien qu'il installe son pouvoir, sa domination, son contrôle. Que ce soit dans ce que je peux faire, ce que je peux penser, c'est jusqu'à ce que vous mangez, ce que vous avez le droit d'écouter, ce que vous avez le droit de regarder, comme si c'est un gourou, quoi. Et puis enfin, accepter l'inacceptable, c'est-à-dire la prostitution orchestrée par Daniel Paulette. Comble de l'horreur, Valérie Bacot devient l'esclave sexuelle de son mari. Juste après la naissance de leur dernier enfant, il la prostitue sur cette aire d'autoroute dès que l'envie lui prend. Il a spécialement aménagé l'arrière de la voiture familiale. Il recrute des clients sur Internet. Et pour se protéger, il a toujours une arme cachée entre les sièges du véhicule. Ça a commencé par un coup de temps en temps. Après, c'était tout le temps. Élément ultime, extrêmement perturbant, il va l'appareiller d'oreillettes. Il va lui dicter les mots et les positions qu'elle devra prendre. Il regarde, il écoute.
C'était pas pour l'argent parce que c'est lui qui décidait du prix ou de quelques pièces comme ça. C'était regarder et écouter. Et Valérie, de plus en plus, prendra conscience qu'elle n'est rien, qu'elle est finalement à la merci de cet homme, mais qu'elle n'a pas le choix que d'être à sa merci. Il menaçait de tuer mes enfants. Je crois que c'est les pires. Pendant 18 ans, elle se soumet. Elle est sous l'emprise totale de ce mari violent et pervers. Elle dit que ses enfants ont essayé de demander de l'aide aux gendarmes. Mais il n'en existe aucune trace. Il y a une chape de plomb sur cette maison. Le seul qui va commencer à comprendre ce qui se trame, c'est Lucas, qui va réussir à rentrer dans ce huis clos familial étouffant et sordide, et qui va voir qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne totalement. Lucas, il a 15 ans. C'est le petit ami de Carline, la fille de Valérie Bacot et de Daniel Paulette. Il est le seul autorisé à rentrer dans la maison. Et il va jouer un rôle déterminant. C'est le jour de l'anniversaire de Lucas. Toute la famille est à la maison. Carline demande une faveur à son père. Elle est montée lui poser la question un samedi soir, savoir si elle pouvait dormir avec moi. Il lui a dit oui, mais il lui a demandé comment elle était sexuellement, ses mensurations et ce qu'elle savait faire sexuellement. Et donc moi ça m'a fait vriller. Et elle a réussi à me calmer un petit peu. Je savais que s'il disait ça, c'était pas par hasard. Et qu'il allait faire des choses à ma fille. Elle imagine que Daniel Paulette va perpétrer sur sa propre fille les mêmes choses qu'avec elle, c'est-à-dire les viols, et peut-être même après la prostitution. Valérie n'enferme pas l'œil de la nuit. Le lendemain matin, avec l'aide de Lucas, elle met des somnifères dans le café de son mari. Il avait l'habitude de boire ce café, il a bu une gorgée, il l'a recraché. Il s'est pas rendu compte que c'était du somnifère parce que sinon il nous aurait déboîté tous, je pense. Il lui a dit tu me refais un autre. L'après-midi, Valérie raccompagne Lucas chez lui. Son mari lui a pris rendez-vous pour une passe, avec un client habitué dont Valérie a peur. Mais c'était un client qui était là souvent et qui était très spécial. De temps en temps, on avait larmes parce qu'il était vraiment bizarre. Et ce jour-là n'est pas un jour comme les autres. Valérie ne fait pas comme d'habitude car elle met le revolver dans son sac. Elle part retrouver le client sur le lieu habituel de prostitution. Sur place, Daniel Paulette est équipé de ses oreillettes, non pas pour la protéger, mais pour la commander à distance. Ce qui s'est passé ce soir-là avec ce client a été brutal, effectivement, a été douloureux. L'homme est extrêmement violent. Je n'ai pas laissé... pas laissé faire et je pleurais. Et je saignais. Lui, il était de l'autre côté, puis il me criait dans les oreilles. Après le départ du client, il rejoint Valérie dans la voiture. Et là, il était encore plus en colère et tout. Il dit là, tu vas le payer. Je savais qu'il allait me tuer. Elle a pris le revolver, elle était encore toute nue, tremblante, et elle a tiré dans la nuque de Daniel, qui était au volant. Elle voit simplement le corps de Daniel Paulette tomber du côté de la portière d'ailleurs va s'ouvrir, et le corps de Daniel va tomber. Valérie laisse le corps sur place, elle s'enfuit dans la nuit. Et c'est Lucas, son nouveau confident de fortune, qu'elle appelle. Elle m'a envoyé un message en me disant qu'elle revenait me chercher. Alors sur le coup, j'ai pas tout de suite compris. Et quand elle est arrivée, qu'elle m'a regardé, qu'elle m'a dit je l'ai tué, au début je l'ai pas cru. Et puis elle m'a emmené dans la forêt et puis il y avait pas le choix de la croire. Le corps sans vie de Daniel Paulette est étendu sur le sol, face contre terre.
Il a suffi d'une balle pour le tuer. On a pris une couette, on l'a mis dessus, on l'a levé à deux, on l'a mis dans le coffre. On est parti à la maison sans savoir ce qu'on allait encore faire. On rentre et je dis aux enfants ce que j'ai fait. Et ils m'ont pris dans leurs bras, ils m'ont dit « T'inquiète pas, on est là, on va t'aider ». Et puis ils vont décider ensemble, avec l'aide de 2 des enfants de Valérie, de faire disparaître le corps. Ils vont se rendre ensemble en voiture dans une forêt privée près du château de la Clette. Et là, avec quelques outils, ils vont creuser un trou. La scène est surréaliste. Il est 2 heures du matin. 2 adolescents, aidés par leur ami, enterrent leur père, tués par leur mère. On s'est mis à creuser à 3. On avait 2 pelles. Il y en a un qui se reposait, qui regardait les alentours. Valérie, elle nous éclairait avec son téléphone en même temps. Elle nous tenait des sacs parce qu'on a vomi. Parce que, voilà. On savait qu'on était en train de faire une connerie. Dylan et sa mère pleuraient, mais moi et Kevin, on était inexpressifs. On est là, mais sans y être. On n'a jamais arrêté de creuser pendant 1 heure, 1 heure et demie. On a mis le cadavre dedans et... Ils vont cacher le corps de Daniel. Pas très profondément, il est caché assez sommairement. Voilà, ils rentrent chez eux ensuite et ils décident de garder le silence et le secret sur ce qui vient de se passer cette nuit-là. Dès le lendemain matin, Valérie Bacot et ses enfants quittent la maison. Sûrement trop de mauvais souvenirs. Mais elle ne dira jamais pourquoi elle a choisi de déménager cette nuit-là et de s'installer chez la mère de Lucas. Tous sont désormais liés par le terrible secret de la nuit. On n'a jamais reparlé ensemble, ou alors très peu. Quand on évoquait le sujet, on disait pas Daniel, ou on disait pas ton père, on disait l'autre. On a essayé d'en parler le moins possible pour éviter d'y penser au maximum. Toute cette tribu vit désormais au domicile de la mère de Lucas. Ils lui disent le crime qu'ils viennent de commettre. Étonnamment, elle ne dit rien à la police. Mais dans la bande, il y a une bombe à retardement. C'est Lucas. Il a 16 ans, il est fragile. Et ses relations avec sa mère sont houleuses. Je me suis dit que je pouvais lui faire confiance sur un truc énorme comme ça. Jusqu'à un jour où on se prend la tête, encore une fois, très violemment. Et où elle me dit je vais vous balancer, j'en ai rien à foutre, nani, nana. Carole Granet, le lendemain, elle se rend effectivement à la première heure à la gendarmerie. Et là, elle explique aux gendarmes qu'elle a en face d'elle qu'elle est au courant d'un crime, en fait. Que Daniel Paulette, il n'a pas disparu, il a été tué. Et que c'est son épouse la coupable. Comment avez-vous été amené à savoir cela? J'ai su cela par mon fils Lucas. Je lui ai dit « Mais vous êtes complètement fou. Pourquoi avoir agi comme cela? Il fallait aller voir les gendarmes ou alerter les services sociaux, mais pas le tuer. » Suite à ces révélations, une enquête est ouverte pour disparition inquiétante. Les premières investigations permettent de confirmer que Daniel Paulette n'a plus donné signe de vie depuis le 13 mars 2016. La dernière personne à l'avoir vu vivant, c'est son épouse. Valérie Bacot et les enfants deviennent les principaux suspects des gendarmes. Donc à ce moment-là, ils vont mettre en place un certain nombre de moyens, des écoutes téléphoniques notamment, entre Valérie et son entourage, ses enfants, le fils de Carole Granet. Ils se sont mis à des endroits pour planquer devant la maison. On allait en course, on voyait des voitures s'arrêter derrière nous, se garer, plein de conneries comme ça. 4 mois plus tard, les gendarmes en sont convaincus. Daniel Paulette est mort. Et ils ont la conviction que Valérie l'a tué. Tous les matins, quand je me réveillais et que je voyais les autres partir, je me disais peut-être que ce soir, je les revois pas. Ils nous ont interpellés et je savais que ça allait arriver un jour ou l'autre. Finalement, au bout de 4 mois d'enquête, Valérie Bacot et ses 3 enfants aînés, ainsi que Lucas Granet, sont interpellés et placés en garde à vue. Valérie est auditionnée la première. Devant les enquêteurs, elle persiste dans sa version. Voici ce qu'elle déclare. Je ne comprends pas pourquoi je suis là. On m'accuse d'avoir tué mon mari. Mais moi, mon mari, il est parti sur la route, on s'est disputé. Et je ne l'ai pas revu depuis 1 an. Et puis les enquêteurs commencent
à lui demander comment se passe la vie avec Daniel Paulette. Daniel buvait le soir dès qu'il rentrait à la maison. Il m'a déjà frappé avec une pelle et une balayette, avec ses poings, avec un marteau. Et plus elle se livre, plus elle se donne un mobile de tuer Daniel Paulette. Les enfants sont tous séparés et interrogés de façon distincte. Kevin, le second fils de Valérie, craque le premier. Mon père la faisait tapiner. Elle ne pouvait plus continuer comme cela, donc elle en a eu marre et elle lui a tiré dessus à l'arrière de la tête ou dans le cou. Puis c'est au tour de Lucas, 16 ans. Moi, au gendarme, au début, j'ai rien dit. Je voulais rien dire parce que je voulais trahir personne. Il y a un des frères qui a parlé avant nous. Ils m'ont fait voir la déposition. Ils m'ont fait comprendre que si je parlais pas, j'allais prendre très très cher. J'ai fait 24 heures de garde à vue sans parler. Et au bout d'un moment, comme tout le monde, j'ai craqué, j'ai parlé. Lucas révèle comment, après avoir enterré le corps de Daniel Paulette, ils se sont débarrassés de l'arme du crime. Moi et Kevin, on a poncé le numéro de série de l'arme, on a démonté la crosse et après on l'a balancé dans un ruisseau. Pour les gendarmes, il ne manque plus que les aveux de Valérie Bacot. Les enquêteurs vont lui dire, écoutez madame, vos enfants viennent d'avouer. Et là, Valérie Bacot lâche tout. Elle dit oui, j'ai tué Daniel Paulette. Un soulagement de tout dire. Une fois qu'elle a avoué, elle désigne où est le corps. Les gendarmes, avec des moyens techniques importants, se rendent sur place. Les indications de Valérie, elles sont assez imprécises, donc ils vont passer des heures à chercher le corps, ils vont le retrouver. Et là, ce qu'ils découvrent, c'est un cadavre en état de momification avancée. Valérie est bouleversée, elle vient d'avouer, on vient découvrir le corps, elle sait que la prochaine étape, c'est sa mise en examen. C'est hier matin, dans le bois de la Garenne, que les gendarmes ont découvert le corps du sexagénaire disparu depuis 18 mois. Selon les premiers éléments de l'enquête, la principale suspecte aurait abattu son mari d'une balle dans la nuque avant d'aller l'ensevelir à moins de 2 km de chez elle. Une femme qui tue son mari et qui demande de l'aide à ses enfants pour cacher ce crime, faire disparaître le corps, oui, on est devant quelque chose d'assez hors du commun. Et donc tout de suite, il y a un emballement quand même dans la région autour de cette histoire. Il a fallu qu'elle souffre beaucoup pour en arriver là. Je vais pleurer. Quand je pense que personne n'a rien pu faire. Dès le lendemain de la découverte du corps, Valérie Bacot est placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de Dijon. Elle est mise en examen pour assassinat. Lucas Granet et les 2 fils aînés de Valérie sont également mis en examen pour avoir enterré le corps de Daniel Paulette. Je m'en voudrais toujours parce que pour moi, ce sera à cause de moi que j'aurais bousillé leur vie. Ce sera à cause de moi. Et ça, c'est un poids mais énorme. Jugés en novembre 2019, les adolescents écopent de 6 mois de prison avec sursis. Ils ne sont donc jamais allés en prison. Depuis, Lucas s'est réconcilié avec sa mère. Valérie Bacot, elle, affirme que la nuit du meurtre, elle était taboue et qu'elle n'a jamais voulu tirer sur Daniel Paulette. Elle dit avoir pris l'arme, l'avoir posée sur le fauteuil de Daniel Paulette, quasiment en le touchant, peut-être en fermant les yeux et en entendant un bruit, mais en réalité, elle savait bien qu'elle tirait dans la tête de celui qui était son mari depuis 20 ans. Il n'y a pas ici d'équivoque. Valérie Bacot aurait donc intentionnellement tué Daniel Paulette. En plus, elle avait un mobile. Elle avait peur que son mari s'en prenne sexuellement à sa fille Caroline de 14 ans ou l'exploite sexuellement par la prostitution. Il fallait absolument éviter cela. Lorsque son mari lui dit qu'il y a une passe prévue le soir, elle prépare donc un revolver chargé de balles, de quoi pouvoir passer à l'acte. C'est une interprétation. Bien sûr que c'était Valérie qui préparait le sac. Maintenant, cette arme
qui appartenaient à Daniel Pelette étaient prises pour les protéger. Valérie Bacot n'est restée qu'1 an en détention provisoire. Nous sommes 5 ans après la mort de Daniel Pelette et dans l'attente de son procès, elle est libre. Chaque jour, elle fait ses emplettes comme tout le monde. Pour moi, d'aller chercher le pain tous les matins, c'est des petits quotidiens qui font que je peux le faire encore et ça fait plaisir. Ça me fait sentir libre. Son temps libre, elle le consacre au sien. Je suis enquiquinée par cette guirlande. Elle est même devenue grand-mère cette année. Je suis après préparée pour ma petite fille, parce que c'est son vrai premier Pâques. Je vais la gâter. Ça fait partie de mon rôle de mamie. Dans quelques jours, elle sera jugée par la cour d'assises de Chalon-sur-Saône pour avoir assassiné son mari. Elle risque de finir sa vie derrière les barreaux. Je sais que je vais partir pour longtemps et je voudrais profiter des petits moments comme ça que je sais que quand je vais revenir, elle sera trop grande pour y faire. Comme toutes les mères, Valérie Bacot redoute de ne plus être avec ses enfants lorsqu'elle retournera en prison. Son procès, c'est aujourd'hui, au palais de justice de Chalon-sur-Saône. Une mère violentée qui demande à ses enfants d'enterrer leur père. L'histoire est extraordinaire. Elle a attiré des dizaines de journalistes venus de la France entière. Et celles qui défendent Valérie Bacot, ce sont 2 guerrières du barreau, engagées contre les violences faites aux femmes. Ce sont elles qui ont défendu Jacqueline Sauvage. Valérie Bacot risque la prison à vie. Elle a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Elle veut s'exprimer, elle veut parler, elle veut raconter son calvaire. Si elle a tué, c'était un geste de survie. Et elle pouvait vraiment pas faire autrement. Les jurés! Ils sont 6. 3 femmes, 3 hommes. Et ils vont devoir répondre à la question suivante. Valérie Bacot a-t-elle, oui ou non, intentionnellement tué Daniel Pelette? Et puis soudain, elle arrive, entourée d'un comité de soutien et de ses enfants. Ses parents ne sont pas à ses côtés. Sa mère ne lui a plus jamais adressé la parole depuis qu'elle est partie vivre avec Daniel Pelette. Elle considère qu'elle lui a volé son amant. Dans cette cour d'assises, durant 5 jours, Valérie Bacot va raconter ses 25 ans de calvaire, de femmes battues, de femmes violées, de femmes prostituées. Elle va devoir répondre de ses actes. Et durant le procès, le procureur sera le seul à la questionner. C'est mon travail de savoir pourquoi jamais un médecin n'a vu de blessure sur elle, alors qu'elle nous dit être victime de violence, et pourquoi elle n'a jamais été allée voir un gendarme. Ils peuvent pas comprendre la peur et l'angoisse qu'on a. Quand vous êtes menacé tous les jours avec un pistolet ou quoi que ce soit, est-ce que vous croyez que vous allez tenter le coup? Quand les gendarmes ils vont venir, quand il va refermer la porte, il va pas vous dire bravo. Hein. C'est inédit dans un procès pour meurtre. Ni les enfants de Daniel Pelette, ni ses frères, ni ses sœurs ne se sont portés partie civile. Pourquoi je suis venue aujourd'hui? En fait, pour défendre ma belle-sœur et dire ce qu'était mon frère. Une pourriture. Vous pensez qu'elle est innocente ou coupable? Coupable? Ah, surtout pas. Hein. Je pense que elle, pour moi, c'est une victime, Valérie. C'est fort quand même. Hein. Il y a 7 frères et sœurs. Aucun n'a estimé subir une perte et demander une réparation de cette perte. L'absence de constitution de partie civile était un message en réalité envoyé à la cour d'assises pour montrer que la victime était détestable. On a vraiment l'impression que c'est le procès de Daniel Pelette et pas celui de Valérie Bacot. Beaucoup de gens qui ont dressé un portrait extrêmement noir de Daniel Pelette concluent leur déposition en disant qu'on ne peut pas la remercier parce que ça ne se dit pas. Je crois que quelqu'un a vraiment employé ces mots, ça ne se dit pas, mais quand même... ce qu'on entend, c'est « elle a bien fait ». C'était un monstre, c'était quelqu'un d'inhumain, c'était un détraqué. Vous comprenez le geste de Valérie? Mais tout à fait, je comprends très bien. Et je trouve bizarre qu'en fait, personne ne l'ait fait avant. Il le méritait. Bien sûr qu'il le méritait.
Ce sont des paroles insupportables, d'abord parce que il a fallu le rappeler à cette audience que se faire justice à soi-même, c'est commettre un crime, qu'en réalité, seule la justice peut juger et infliger une peine. Les jours passent. Le procès se poursuit. Certes, elle dit qu'elle a tué, mais à aucun moment elle dit qu'elle avait vraiment réfléchi à tuer avant. Sur la chronologie des faits, elle n'est plus suffisamment précise. Il y a des petites divergences sur l'affaire du somnifère, par exemple, qui a été administré à Daniel Paulette quelques heures avant qu'il ne soit tué. Une première tentative, en fait, de le neutraliser. Dans un premier temps, devant les gendarmes, Valérie Bacot a reconnu avoir tenté d'empoisonner son mari avec la complicité de Lucas, le petit ami de sa fille. Devant la cour, elle change de version. Elle revient justement sur ses auditions et va, on va dire, rejeter un petit peu sur Lucas Granet la paternité de la volonté de mettre le Stilnox. Et ensuite, finalement, rendre un peu flou sa propre volonté homicide. C'est bien Lucas Granet qui a eu l'idée, qui a écrasé les cachets de Stilnox et qui les a mis dans la tasse de café de Daniel Paulette. Lucas Granet vient d'être entendu. Il n'en revient pas d'endosser cette responsabilité. Il avait 16 ans au moment des faits. Depuis leur arrestation, il n'a plus de contact, ni avec Valérie, ni avec ses enfants. C'est désormais sa parole contre celle de Valérie. Il est choqué. Il se sent trahi. Et il a le sentiment de ne pas avoir réussi à s'exprimer devant la cour. L'enchaînement des questions, la pression des événements, tout ça, je me suis mélangé dans mes réponses. Et puis ça a donné toutes ces incohérences. Qui dit la vérité dans cette histoire? Pour moi, c'est moi. Moi, j'ai écrasé Valérie, les a mis dedans. C'est comme ça que je m'en souviens, donc je pense que c'est la vérité. Ils mentent alors? Oui. On voit bien qu'en réalité, ils le font à deux, que l'un broie le Stilnox, que l'autre le met dans le café. Daniel Paulette ne boira pas le café et le donnera à Valérie Bacot, mais cela est donc bien le signe, le premier signe de la volonté homicide. Le procureur n'est pas dupe. Et selon lui, Valérie Bacot a voulu tuer Daniel Paulette. Ce sont les experts psychologiques qui vont devoir aider la cour à déterminer si l'accusé était capable ou non de préméditer ce meurtre. C'est vers la mère de Valérie Bacot que la cour va se tourner pour avoir ses réponses. Et au regard de ce qu'elle a fait endurer à sa fille, le procureur ne va pas être tendre avec elle. Joël, c'est la mère toxique, ne voyant pas la gravité de son comportement et puis son incapacité en fait à protéger sa fille. A-t-elle conscience de sa responsabilité finalement dans l'acte que Valérie a commis? Pour être reconnue coupable de l'assassinat de Daniel Paulette, Valérie doit avoir prémédité son geste. La préméditation, elle n'est pas compatible avec l'état de traumatisme de Valérie. L'expert psychiatre notamment évoque ce qu'on appelle une altération du discernement. Moi, ma position, c'était de dire qu'elle n'était pas folle, qu'elle avait encore son libre arbitre, réduite à peau de chagrin, nous disait l'expert, mais à mon sens, encore existant. Le procureur reconnaît donc que la responsabilité de Valérie Bacot est atténuée. Durant tout le procès, elle est tendue. Elle encourt la peine maximale, la prison à vie. Ce soir, elle ressort libre. C'est peut-être la dernière fois qu'elle rentre chez elle avec ses enfants, avant longtemps. Cette soirée sera difficile, mais en même temps, elle est entourée. Le dernier jour du procès et le verdict, c'est aujourd'hui. Laissez passer, madame. Allez-y, par devant. Valérie Bacot s'attend à une lourde peine. Elle peut à peine marcher. Mais à la surprise générale, le procureur, pourtant si sévère durant le procès,
demande une peine de 5 ans de prison, dont 4 avec sursis. Il y avait un assassinat, mais il y avait des éléments à prendre en compte qui pouvaient justifier donc une peine réduite. Cette clémence du procureur est une émotion trop forte pour Valérie Bacot. Valérie Bacot vient de faire un malaise, parce qu'on lui a expliqué ce qu'avait donc requis monsieur l'avocat général. C'est-à-dire ? Comme elle a déjà fait un an, ça veut dire que si les jurés, si la cour suivent les réquisitions de monsieur l'avocat général, il n'y aura pas de retour en prison. Valérie doit tenir bon pour le verdict. Et après 4 heures de délibération des jurés, Valérie Bacot ressort, libre. La cour et tout le soutien que j'ai eu de tout le monde. Vous étiez préparée à partir en prison ce soir pour rentrer chez vous? Oui, et je pourrais être là pour mes enfants et ma petite fille. Merci. Demain, Valérie Bacot pourra reprendre une vie normale. Elle pourra reprendre son travail. Je ressens un grand soulagement pour elle. C'est un verdict symbolique et je pense qu'il va faire jurisprudence. La justice était au rendez-vous. Et là, on doit féliciter la justice. Les 4 enfants de Valérie sont restés soudés autour de leur mère. Maintenant, on va continuer à être soudés et puis continuer à vivre. Voir ma petite fille grandir et c'est ce qui compte. Elle va être heureuse. Depuis la fin du procès, Valérie Bacot n'a pas revu sa mère. Cette mère, qui l'a attaquée en diffamation pour avoir révélé la cruelle vérité de cette histoire.